Salut! Vous étiez là depuis le début en fait! Même si on vient de commencer. Enfin bref, bienvenue dans cette vidéo complémentaire de l'épisode du projet Nilfgaard. Ici c'est l'épisode numéro 2 avec le pirate de Skellige qui est ici et le chevalier Redanian qui sont là. Il y aura maintenant un épisode de complément à chaque épisode du projet Nilfgaard parce que je n'ai pas le temps pendant les épisodes de vous parler en détail des armures, des costumes, des choses comme ça. Donc à chaque fois on va en parler un petit peu plus. Évidemment je ne peux pas tout vous dire sur ces ensembles parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc du coup, en attendant le troisième épisode, je vous ferai quelques petits focus sur diverses pièces sur Instagram, donc n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par Thalia, pas du tout. Bonjour. Alors ce qu'il faut savoir sur ces deux costumes, c'est qu'évidemment ils sont très différents de la dernière fois. Sur la dernière fois on avait plutôt des costumes de figurants, là on est quand même plus du tout sur ce genre de délire, on est quand même plutôt sur des personnages principaux ou alors des personnages récurrents entre guillemets. Et les deux ont été construits de manière très différente parce qu'en fait, le costume du pirate de Skellige qui est juste ici, celui de Nota Bene, il a été conçu en pensant à Nota Bene, c'est-à-dire que vraiment je ne voyais que lui dedans, ça a été fait pour lui, en plus ça Ben m'avait dit oui avant même qu'on design le costume, donc de toute façon on avait Nota Bene en tête, alors que le chevalier Redanian a été conçu avec une idée du type de personnage qui allait être dedans, et Rivenzi a été casté bien après. Et ça c'est des choses qui arrivent aussi parfois dans les productions de cinéma ou de séries, puisque parfois en fait un rôle est construit pour un acteur, et parfois en fait c'est l'acteur qui incarne le rôle. Voilà. Et donc sans plus attendre, comme je le disais, j'ai un beau manteau, mais on va surtout parler du chevalier Redanian. Dans les livres The Witcher, les Redaniens sont clairement inspirés des Polonais. Aigle comme symbole, couleur rouge et blanc, grande nation avec une forte ambiance pays de l'Est. Oui, pas besoin d'être spécialiste pour rapidement comprendre l'inspiration. Je suis donc parti sur cette ambiance-là pour notre chevalier. Comme pour le costume précédent, je pars sur pantalon et chaussures simples mi-hautes, pas besoin de se casser la tête. Sur le haut, ce gilet rouge très saillant, c'est ce qu'on appelle un doublet à armer. C'est légèrement rembourré et c'est là-dessus qu'on va venir fixer toutes les pièces d'armure au moyen de ces jolis cordons qu'on appelle des aiguillettes. Alors aiguillette en fait c'est le terme qu'on donne à ces petits cônes de laiton qui sont juste ici qui permettent d'attacher le cordon et de le passer facilement à travers les trous. Généralement les reconstituteurs ont un autre nom pour ça, ils appellent ça flûte, où est-ce que j'ai encore foutu mon aiguillette? Parce qu'on les paume tout le temps, vraiment c'est un enfer. D'ailleurs ils disent pas flûte généralement. Et donc par-dessus ce doublet, on met l'armure. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, on commence toujours par le bas, d'abord les jambes. Ici ce sont des modèles dits milanais, c'est-à-dire tout simples et tout lisses de la fin du Moyen-Âge. On continue avec la cuirasse, avec un petit changement par rapport à l'illustration d'origine. Et parce qu'en fait, avec l'illustrateur Hugo Pinson, quand on a fait ce personnage, on s'est dit jamais il sera financé, c'est beaucoup trop cher, on n'y arrivera pas. Du coup, on est un peu parti en délire, en mode ouais, vas-y, mets-lui des ailes, et puis des plumes sur la tête, et puis une espèce de tête d'animal avec une... Oui, on est tout à fait parti en délire, hein. C'est clairement un costume qui est issu de la folie nocturne de deux créatifs. Et ben en fait quelques mois après je me suis retrouvé à me demander comment est-ce que j'allais bien pouvoir faire tout cet ensemble. Et il y a des choses que la réalité elle m'a dit non, hein. Clairement elle m'a dit tu te calmes, voilà, elle m'a dit tu te calmes. Et donc dans cette version d'origine de l'illustration, notre chevalier il avait une armure lamellaire, c'est-à-dire à écailles, typique des pays de l'Est. Pour le polonais, ça aurait été parfait, mais le problème de ce genre d'armure, c'est qu'en fait, c'est une armure qui est assez mobile, c'est pas une plaque fixe en fait. Donc du coup, le fait d'avoir cette armure qui bouge comme ça, qui peut se déformer et s'adapter fatalement, fixer des ailes dessus, ça aurait été un enfer, les ailes auraient bougé comme ça, on aurait perdu le dos du pauvre Rivenzi au bout d'à peu près 3 minutes, et c'est pas vraiment, c'était pas l'objectif de la vidéo quoi, hein, clairement. Je dis beaucoup trop clairement dans cette vidéo. Donc j'ai dû me rabattre sur une cuirasse plus classique qui était prévue à l'origine pour les personnages du soldat de choc. Sur les bras là encore comme pour le reste, je suis parti sur des éléments simples fin du Moyen-Âge. On fixe ça en plusieurs points et ça laisse une très grande mobilité du bras. Les spalières articulées pour les épaules viennent compléter la protection. C'est un modèle du début du 15e siècle dit Schuurburg S18. Pourquoi Schuurburg S18 ? En fait Schuurburg c'est tout simplement le nom de l'armurerie où est conservée l'armure, et S18 c'est le nom de l'armure avec cette pièce là. Voilà. Oui, je sais, le principe est toujours le même là-dessus, hein. Pas beaucoup d'originalité. Allez, on avance, gorgerin pour protéger le cou, évidemment. Alors ce modèle-ci est plus tardif que le reste, 1480-1500. Mais vous voyez ce petit effet de tressage sur les bordures ? C'est le même que sur l'armure. Du coup, hop, on dirait que ça va parfaitement ensemble. Et comme le diable est dans les détails, j'ai exactement le même motif sur les gantelets. Juste là, fais la mise au point, voilà, impeccable. Ouais, la mise au point est un peu lente, ouais. Je sais. Ces gantelets sont quand même plutôt inspirés de modèles de la deuxième moitié du 15e siècle. Et il nous manque, hop, le casque, première moitié du 15e siècle, qui protège bien la tête, laisse une bonne vision tout en renforçant encore la partie délicate qu'est le cou.
Le cimier est fait avec un mélange de cuir, de papier mâché peint, de plumes et d'aigrettes de paon, ainsi que de petits accessoires. Sur les accessoires, on dirait qu'il y a plusieurs ceintures un peu gratuitement pour ajouter du détail, mais pas du tout. Il y en a une pour l'épée, une pour la dague et l'aumônière, une pour se la péter avec une jolie boucle et de petits aigles rédaniens dessus, une pour la cuirasse, et le compte est bon. Tourner à l'atelier quand il fait froid. Et voilà pour notre chevalier rédanien. Oui, je sais, je vous charrie, je sais bien que j'ai oublié les espèces d'énormes trucs dans le dos juste là. Vous m'en avez parlé partout sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, dans la réalité. Partout, j'ai reçu des lettres par hibou. C'était incroyable. Non, effectivement, les ailes sont extrêmement marquantes et c'était complètement le but du jeu, hein. Du coup, on va parler un petit peu de ces ailes. Donc, évidemment, ces magnifiques ailes sont inspirées des hussards ailés, emblème polonais s'il en est un. Mais c'est la seule chose qui vienne de ces combattants de légende dans l'ensemble, pourtant c'est vraiment l'élément qui a provoqué le plus de réactions, c'est quand même assez fou la force des symboles. Alors ici c'est plutôt la version fin de période, donc début du XVIIe siècle. D'ailleurs, le bouclier avec la forme si particulière, c'est aussi quelque chose d'historique. En fait ça, c'est une reproduction de bouclier de hussards hongrois plus tardif que le Moyen-Âge. Et vous voyez que c'est des boucliers légers qui vont quand même protéger jusqu'au niveau de la tête des coups de sabre, tout simplement. Mais dis donc, Jamie! C'est une forme très spécifique et peu connue, et je l'ai complètement fait exprès. Et c'est comme ça qu'avec une base plutôt 15e siècle de mélange de plein de pièces, et quelques éléments marquants et originaux comme le bouclier, le cimier en pan et les ailes, on se retrouve avec un chevalier bien clinquant, bien bling, crédible et pourtant pas du tout historique. Le rouge et le côté très poli de l'armure permettent de retrouver le code couleur rédanien pour un personnage imposant et facilement reconnaissable. Bon, puis c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec tout ça on se retrouve avec un personnage qui fait quasiment 3 mètres de haut tout en plume et en acier, ça envoie un petit peu quand même. Moi je trouve que ça envoie. Alors si vraiment j'avais voulu aller jusqu'au bout des choses, il aurait fallu que je recouvre cette partie-là avec une petite jupe de côte de maille, ou d'écaille d'ailleurs pour retrouver un peu le côté pays de l'Est, mais très franchement, j'ai pas eu le temps, voilà tout simplement. Et puis c'est vrai que sur un personnage qui est surtout destiné à être à cheval, c'est un détail qu'on verra assez peu, et ça a un peu aussi épargné notre pauvre Rivenzi sous le soleil. De la même façon, j'aurais pu couvrir toute cette partie-là par de la cotte de maille, des goussets de maille comme on appelle ça, mais c'était pas forcément très utile par rapport au visuel, c'est-à-dire que ça rajoutait pas grand-chose, c'est pas systématique sur les armures contrairement à ce qu'on pense, même si effectivement ça aurait protégé ces parties un peu plus vulnérables. Mais en l'occurrence, là ce qu'on va chercher surtout, c'est un visuel très très fort et qui soit crédible, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout des choses, parce qu'après notre comédien, il est quand même un peu trop lourd, mais ça on en reparlera avec le fossoyeur de film. Il a souffert. Voilà, c'est terminé pour notre bellâtre de Redani. Si vraiment je me lâchais et que je vous parlais de tout dans le détail, on aurait une belle vidéo de 50 minutes, mais vous n'aimez pas ça, YouTube n'aime pas ça, personne n'aime ça, je le sais parce que j'ai les chiffres et je vois que vous ne regardez pas les vidéos longues. Voilà, donc comme on dit, pas le temps de niaiser, on passe tout de suite à notre pirate de Skellige. Alors, comment est-ce que j'ai conçu ce costume? Eh bien en fait, si on prend le chevalier rédanien qui est toujours juste derrière moi, le but du jeu c'était d'en faire un chevalier en augmentant sa stature, en faisant une espèce de quelque chose de très lumineux, de très héroïque, une espèce d'archétype finalement de chevalier de la table ronde, avec un jeune premier BG à l'intérieur, et Rivenzi était parfait dans ce rôle. Sur le pirate de Skellige, eh bien les choses sont très différentes, parce que déjà je suis parti de Nota Bene, et donc la première chose à faire ça a été de démultiplier ses caractéristiques principales. Donc on joue sur des teintes bleues pour rappeler ses yeux, et surtout on augmente de manière massive la carrure, qui est déjà impressionnante dans la réalité. Et par chance, les inspirations de Skellige sont les plus adaptées pour ça. J'ai eu plusieurs commentaires qui m'ont dit « Bah t'aurais dû changer ça ou ça pour que ça fasse plus viking ». Mais en fait le but du jeu c'est pas de faire de l'historique ici, le but du jeu c'est de s'appuyer sur l'histoire, s'inspirer de l'histoire pour faire des costumes qui sont fantasy et qui n'ont pas grand chose d'historique au final, donc en mélangeant plein d'inspirations. En plus de ça, faire plus viking sur le pirate de Skellige, eh ben c'était pas particulièrement pertinent, et ça c'est dans les inspirations du bouquin. Et côté inspiration, en lisant le bouquin, on a un joyeux mélange de celtes et de vikings. Bon, cela dit, il fallait pas aller chercher bien loin, c'est dans le nom. Et là vous allez me dire, mais comment ça dans le nom ? Eh bien oui, les îles de Skellige existent dans la réalité. Ce sont des îles irlandaises un peu isolées, habitées dans l'histoire par des celtes et plus tard des chrétiens. Visité par les vikings parce que bien sûr un monastère isolé comme ça c'est open pillage, et l'auteur de The Witcher là-dessus il s'est bien creusé la tête, il a juste rajouté un E et hop, vogue le Snekia. Du coup j'ai mélangé plein de trucs dans ce sens là. De bas en haut on a des chaussures inspirées de modèles vikings, des protections sur les jambes inspirées de modèles dits Valsgardeux, même si on n'est pas sûr qu'ils soient vikings, on en reparlera. En théorie, pour le vêtement protecteur sous la cotte de maille, qu'on appelle un gambison, je devais avoir quelque chose d'un peu léger. Et du coup avec le Covid, c'est jamais arrivé. Donc par chance, en urgence, j'ai pu utiliser celui-ci, le rouge là, qui est destiné aux mercenaires à la base,
et je devais le patiner. Et la meilleure manière de patiner les choses, vous l'avez vu dans l'épisode off précédent, c'est de mettre une cotte de maille par-dessus. Donc là, le fait de l'avoir fait porter par le mannequin et par Ben juste avant, mon petit gambison est déjà patiné tout comme il faut pour le mercenaire de Captain Popcorn. Comme ça, on gagne du temps, c'est ça aussi le costume et le travail de costumier, on essaie de gagner du temps en faisant les choses correctement. Par-dessus, on a une cotte de maille. Ici, c'est un modèle avec des anneaux riftés. C'est-à-dire que chaque petit anneau est fixé avec un minuscule rivet et oui, bah, comme d'habitude, on en reparlera. Écoutez, on en reparlera de la cotte de maille. Il y a beaucoup de choses dont on doit reparler. Beaucoup. Par-dessus la cotte de maille pour augmenter la protection, et notamment la protection contre les chocs, parce que la cotte de maille a une faiblesse par rapport aux chocs, eh bien j'ai rajouté une armure lamellaire. Alors oui, c'est beau déjà, et en plus ça augmente encore la carrure de notre personnage. Est-ce que c'est viking? Pas vraiment. Cela dit, vous voyez bien l'avantage de la cotte de maille et la lamellaire comparée à l'armure du Rhédanien. L'armure ça dessine, ça souligne les épaules et la taille, alors que la cotte de maille rend tout beaucoup plus massif. Bon, le buste c'est bon, les bras c'est bon, on a les avant-bras et les coudes qui doivent être couverts. Canon d'avant-bras en cuir épais rembourré, c'est parfait pour le personnage. Historique? Pas du tout. Et là encore, ce sont des éléments qui sont inspirés de modèles des pays de l'Est, mais qui en fait sont des modèles tout en métal. On en a retrouvé quelques-uns comme ça, et ça ressemble très fort avec, vous voyez, ce coude qui est comme ça englobé par le modèle. Alors, du coup, c'est pas du tout historique, mais alors moi je trouve que ça a un style, c'est superbe. Et puis finalement, c'est ça qu'on cherche en fait sur les personnages, c'est le style. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut compléter la protection avec le casque avant de passer aux accessoires. J'ai choisi un casque saxon cette fois, de type Coppergate. Les casques vikings connus sont soit trop simples pour le personnage, soit violemment hors budget. Oui, c'est bien de toi qu'on parle, grand et beau Valsgarde 7. Je sais ce que vous allez me dire, ça manque de celte tout ça. J'ai donc pris ce magnifique torque torsadé à tampon, plutôt 1er siècle avant, et un joli manteau à motif bleu inspiré des manteaux gaulois classiques. Deux fibules, une sorte d'épingles, viennent créer le drapé de ce manteau qu'on appelle un saillon. Plus sur l'épaule, une grosse fibule oméga en fer forgé, pour le style comme on dit. Là encore, je sais ce que vous allez me dire, parce que vous me dites beaucoup de choses. Enfin, je crois. Enfin bref, on est quand même sur quelque chose de très dense par rapport au personnage précédent, et c'est là que vous voyez ce qui fait la différence entre des figurants qui sont finalement habillés assez simplement, et des personnages comme ceux-là avec une meilleure armure, des couleurs qui vont claquer un peu plus, de la bijouterie, des détails un petit peu dans tous les sens. Enfin, faut bien se dire que si ces personnages-là doivent se retrouver devant l'œil du réalisateur, ce qui va arriver à un moment ou à un autre, eh bien en fait il faut qu'ils claquent de tous les côtés et d'entrée de jeu qu'ils soient hyper reconnaissables, et c'est un petit peu le but de ces deux personnages. Et il nous manque bien sûr les armes. Ici on a deux jeux comme dans les jeux. D'abord une grande hache à deux mains d'un côté, qu'on appelle une Dainax, qui se retrouve fin 10e, 11e siècle. C'est spectaculaire, c'est marquant, c'est puissant, donc parfait pour notre personnage. Pour compléter si le perçage ou que le terrain ne s'y prête pas, le duo épée et bouclier. Alors l'épée est complètement inspirée de modèles vikings originaux, sauf qu'elle est beaucoup plus petite en fait, et beaucoup moins large aussi. L'avantage c'est qu'elle est très légère et qu'avec on peut vraiment faire des chorégraphies très longtemps, ce qui est finalement bien pratique pour une production de cinéma les amis. Le bouclier est un grand modèle viking en bois recouvert de tissu collé. La main au centre est protégée par un embout métallique et j'ai fait une petite peinture en dégradé par-dessus. Au besoin, on peut aussi rajouter une paire de gants et des demi-gantelets pour protéger, et ça y est, j'ai fini mes deux personnages. Alors évidemment, ces vidéos complètent un petit peu la vidéo précédente. Si je devais vous raconter tous les détails sur les costumes, vraiment, je vous jure, ce serait très long. C'est pour ça que je vais essayer de vous mettre quelques petites choses, quelques petits détails sur Instagram, en attendant le troisième épisode d'ailleurs maintenant, le troisième épisode pour vous faire patienter, qui sera avec Clara Runaway et Ben Never, ça va être super sympa. Mais avant de se quitter, je vais répondre à une question que vous m'avez énormément posée en commentaire, à savoir le poids de nos deux amis juste derrière moi. Et pour ça, j'ai acheté une balance, donc au fur et à mesure que je les déshabille, je vais peser les pièces pour pouvoir vous transmettre cette information. Et vous allez voir que vous allez probablement être surpris. A few moments later. À titre de comparaison, on considère qu'un soldat contemporain porte en opération entre 25 et 35 kg sur lui. On n'est pas si loin, hein. Ça c'est parce qu'il existe un rapport poids-encombrement opérationnel dans l'équipement militaire, et ce depuis l'Antiquité.
Après, je vais peut-être pas me lancer là-dedans maintenant, même si c'est passionnant et absolument essentiel, sinon on va jamais s'en sortir. Du coup, comme d'habitude, on en reparlera. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à Instagram si vous voulez en savoir plus, encore plus, je veux dire, sur ces armures. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo du projet Nilfgaard. En attendant, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.